Figurez-vous qu'il n'y a pas si longtemps que ça, un des plus grands géants de la tech était, au bord de la crise. On parle de Google. Oui, oui, Google. L'entreprise qui avait littéralement balayé toute la concurrence semblait sur le point de subir le même sort. Alors comment ont-ils fait pour revenir en force? C'est l'histoire de leur incroyable riposte. Alors, pour bien saisir ce qui se jouait, il faut parler d'un truc, un concept qui hante la Silicon Valley, le syndrome d'Alta Vista. C'est quoi? C'est le cauchemar absolu de n'importe quel leader. Imaginez, Alta Vista, c'était le moteur de recherche des années 90, le roi du monde. Et puis paf, un nouveau venu, un certain Google, arrive et le rend complètement obsolète du jour au lendemain. C'est une leçon, et une leçon brutale sur ce que ça coûte de ne pas bouger. Et puis tout à coup, fin 2022, début 2023, c'est le raz-de-marée ChatGPT. Et là, une seule question se pose dans tout le monde de la tech. Est-ce que Google sera le prochain Alta Vista? Ce tsunami de l'IA générative venait frapper au cœur même de l'empire Google, c'est-à-dire la recherche. Le fantôme d'Alta Vista, il était de retour, et il planait juste au-dessus de leur siège. Et attention, la menace, elle ne venait pas que de l'extérieur. Non, le vrai problème, il était aussi à l'intérieur. C'est ce qu'on appelle le fameux dilemme de l'innovateur. C'est un piège classique pour les mastodontes. On a une nouvelle technologie géniale, mais on hésite à la sortir parce qu'on a peur qu'elle vienne cannibaliser notre produit star, celui qui rapporte tout l'argent. C'est un vrai piège qui peut paralyser les plus grands. Et de l'intérieur, justement, la machine Google semblait grippée. On parle de processus de décision à rallonge, d'équipes de recherche qui ne se parlaient pas, qui travaillaient chacune dans leur coin. En gros, Google avait toutes les cartes en main pour gagner, la meilleure technologie, les meilleurs chercheurs, mais était comme paralysé, incapable de jouer sa main. Le risque, finir exactement comme les concurrents qu'il avait écrasés par le passé. Mais attention, on parle de Google. Ils ne sont pas restés les bras croisés à regarder le train passer. Pas du tout. Ils ont préparé la contre-attaque. Et pour ça, ils ont assemblé ce que les sources qu'on a analysées appellent leur Graal technologique. C'est une sorte de combinaison secrète, un arsenal d'atouts que, franchement, personne d'autre monde ne possède à cette échelle. Alors ce fameux Graal, c'est quoi exactement? Eh bien, il repose sur 3 piliers. D'abord, une puissance de calcul colossale. C'est simple, ils ont des serveurs à ne plus savoir qu'en faire. Deuxièmement, des données mondiales, uniques, grâce aux milliards de personnes qui utilisent leurs services tous les jours. Et troisièmement, bien sûr, leurs propres modèles d'IA, comme Gemini, qui sont à la pointe de la technologie. Mettez ces 3 éléments ensemble et vous obtenez une base de lancement absolument surpuissante. Ok, mais avoir les meilleurs jouets du monde, ça ne suffit pas. Il faut quelqu'un pour les assembler, pour leur donner un sens. Il fallait un architecte. Et c'est là qu'un personnage clé entre en scène. L'histoire de ce retour, c'est aussi l'histoire d'un homme qui a su appuyer sur les bons boutons au bon moment. Josh Woodward. Alors, qui est ce Josh Woodward? Ce n'est pas un inconnu qui débarque, loin de là. C'est un pur produit Google. Il est arrivé en 2009 et il a gravi tous les échelons patiemment. Tout s'accélère en 2022 quand il prend la tête de Google Labs, là où tout s'imagine. Et le vrai tournant, c'est en 2025. Il est nommé à la tête de Gemini, le projet IA phare. Et là, le message est clair. Fini de jouer dans le labo, maintenant, c'est l'heure de la conquête. Et sa stratégie, elle a été hyper claire, en 3 points. D'abord, il a cassé les processus de décision trop complexes pour aller beaucoup plus vite. Ensuite, il a fait un truc crucial. Il a forcé les 2 cerveaux de l'IA de Google, Google Brain et DeepMind, à enfin travailler ensemble. Fini les silos. Et surtout, son 3e point, ça a été de créer une sorte d'autoroute directe entre les labos et le produit final, pour que les innovations ne restent plus des années dans les cartons. Et c'est là qu'on arrive vraiment au cœur du réacteur. Comment est-ce qu'on passe d'une technologie incroyable, mais complexe, à un produit utilisé par des centaines de millions de gens? La réponse, c'est que Woodward a agi comme un hacker. Mais pas un hacker informatique, un hacker de la bureaucratie de sa propre boîte. Sa mission, elle était limpide, presque chirurgicale. Gemini, à la base, c'était une démo technique. Impressionnant pour les ingénieurs, mais un peu intimidant pour le reste du monde. Le défi, c'était d'en faire un service simple, utile, que tout le monde puisse comprendre et utiliser instinctivement. Et pour ça, sa méthode a été radical. Il a complètement changé les règles. Un exemple tout bête. Au lieu d'utiliser les outils de feedback interne, super lents, il a dit « Ok, on utilise Discord, on parle directement aux gens ». Au lieu de faire la queue pendant des semaines pour avoir accès au serveur, il a obtenu un accès prioritaire aux meilleurs puces IA. Il a complètement inversé la logique. On ne part plus de la techno pour voir ce qu'on peut en faire, non, on part du besoin des gens pour construire le produit. Et cette approche super pragmatique, cette agilité retrouvée, ça a eu un effet spectaculaire. Les résultats sont là et les chiffres qui vont suivre sont juste vertigineux. Ils montrent à quel point Google est non seulement revenu dans la partie, mais a repris une place centrale.
Premier chiffre, accrochez-vous bien, l'application Gemini, à elle seule, 650 millions d'utilisateurs par mois. C'est juste colossal pour un produit qui est, somme toute, assez récent. Mais le chiffre le plus dingue, il n'est même pas là. Le vrai coup de génie, c'est d'avoir intégré l'IA directement dans le moteur de recherche Google. Et là, on ne parle plus de millions, on parle de 2 milliards de personnes touchées chaque mois. C'est ça la clé du succès. Plutôt que de créer un nouvel endroit où aller, ils ont amélioré l'endroit où tout le monde se trouvait déjà. Bon, alors au final, qu'est-ce qu'on retient de toute cette histoire? La leçon, elle va bien au-delà de Google ou de la tech. C'est vraiment une leçon sur la survie et l'adaptation dans un monde qui change à une vitesse folle. L'idée centrale, la voici. On peut avoir les meilleures ressources du monde, le fameux Graal technologique. Si tout ça reste enfermé dans un labo, ça ne sert à rien. La vraie innovation de Google, ce n'est pas tant l'IA elle-même, mais c'est d'avoir réussi à hacker sa propre culture pour la mettre en mouvement. La leçon, c'est que l'agilité, ça bat toujours la simple accumulation de ressources. Et il y a une citation tirée des sources qu'on a étudiées qui résume ça parfaitement. Ne pas devenir un Alta Vista, c'est accepter de mourir un peu chaque jour pour mieux renaître. C'est fort, non? Ça veut dire que pour survivre, il ne faut pas être le plus gros ou le plus fort, mais celui qui est prêt à se réinventer tout le temps. Même si ça veut dire abandonner des choses qui ont fait son succès par le passé. L'histoire de Google est une sacrée démonstration de force, c'est sûr. Mais elle nous laisse avec une question fondamentale pour l'avenir. Le rythme du changement ne fait que s'accélérer. Alors la vraie question c'est, qui sera le prochain? Quelle sera la prochaine grande entreprise, le prochain leader incontesté, qui devra faire face à son propre syndrome d'Alta Vista?